Je m'appelle Bernard Darras, je suis professeur des universités, donc enseignant et chercheur en sémiotique. La sémiotique, c'est la théorie des signes, c'est la théorie qui se préoccupe de la façon dont les choses font du sens et comment elles font pour faire du sens. Donc ça, c'est mon activité principale comme théoricien. Et par ailleurs, je dirige notamment je co-dirige un très gros centre de recherche. Je suis directeur exécutif d'une UMR, unité mixte de recherche entre l'université et le CNRS, sur toutes les questions de création, pour faire simple. Et par rapport au sujet qui me préoccupe souvent le plus, c'est le master multimédia interactif, qui est un master professionnel de niveau 2, donc un master 2, où on forme des spécialistes du multimédia interactif pour la médiation de la culture et des savoirs. Donc ce sont des gens qui sont proches à la fois de la médiation, de la connaissance, et qui produisent des médias pour le web ou pour des dispositifs interactifs, pour les musées par exemple, ou pour les grands événements que nous co-réalisons comme prestataires avec de très grands équipements français en général, mais aussi internationaux. Je suis un scientifique, donc je produis de la connaissance et je l'illustre en travaillant à la fois avec du texte et des images, souvent des images dynamiques ou interactives. Et donc c'est ma spécialité en quelque sorte que de traiter des images, mais toute la gamme des images. En fait, je travaille beaucoup avec des diagrammes. Voilà, je dois dire que le diagramme m'intéresse beaucoup comme outil de transformation et de manifestation de la connaissance, mais aussi comme dispositif heuristique, c'est-à-dire comme dispositif qui permet aussi de produire de la connaissance. Les diagrammes ne sont pas que des illustrations de théories déjà élaborées, mais ce sont des outils pour aussi produire de la théorie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en général, tout ce qui relève de l'image, mais moi, je suis assez hostile à cette idée de séparer l'image des autres médias. Je pense qu'il y a eu une tentation de pureté pendant un moment qui consistait à dire l'image peut dire beaucoup de choses par elle-même et on doit diminuer la part des autres médias. Non, je crois vraiment que les médias vont de pair et que vont de pair et vont même tous ensemble. Et donc je suis très intéressé par la dimension multimédia. C'est d'ailleurs la dimension qui m'a intéressé quand ces médias ont pu se combiner, notamment autour du CD-ROM au début et puis de l'Internet ensuite. Et donc c'était cette combinaison, cette hybridation permanente, ce renfort et cette possibilité de jongler avec différents médias pour produire du sens ou pour interroger aussi sur les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés et parfois même de proposer des solutions. Avec mon idée, finalement, c'est quelque chose qui cherche, je ne gagne pas à tous les coups, mais je tente d'éviter les dispositifs descendants, qu'on appelle en anglais top-down, parce qu'il me semble qu'on est passé dans une autre situation des médias et qu'aujourd'hui on doit non pas seulement faire du bottom-up, c'est-à-dire des processus ascendants, écouter la parole de la base, comme on dit dans les milieux syndicaux, mais je pense qu'il doit y avoir un échange, une coopération, une co-construction et que d'une certaine manière, pour donner une figure géométrique, on est en train d'horizontaliser alors qu'on était dans une verticale descendante, qu'on a tenté une verticale ascendante. Je pense qu'on est dans les obliques et qu'on tente sa chance à essayer de construire de la parole en commun, les spécialistes, les non-spécialistes, les questions de société, les politiques, et que donc les médias sont là au milieu, les médias que personnellement j'utilise, à la fois comme chercheur et comme homme de médias, sont là pour contribuer à cette parole collective. On dit souvent que l'image est dominante, qu'elle est centrale, qu'elle capte l'attention, qu'elle est difficile à contourner, qu'elle est omniprésente, qu'elle est convaincante. C'est vrai. C'est vrai. Physiologiquement, pour les voyants, en tout cas, notre appareil cognitif est vraiment très orienté pour traiter de l'information visuelle et donc l'image qui en est le produit premier ou second est vraiment au cœur même de notre activité de connaissance et même d'action. Donc, est-ce qu'on doit, parce que nous sommes parce que nous sommes des voyants et qu'une grande partie de notre appareil cognitif, notre cerveau est massivement orienté vers le traitement des informations visuelles, est-ce que de ce fait, on doit accorder à l'image la part que spontanément on lui accorde ?
Je dirais que oui, parce que c'est difficile de faire le contraire. Voilà, on tend vers cette exploitation du visuel. Est-ce qu'on peut le corriger? Oui, d'ailleurs on l'a fait. Pendant des siècles et des siècles, on a accordé beaucoup plus d'importance au texte ou à la parole qu'à l'image qui, depuis des millénaires, était considérée comme la porte ouverte sur l'imaginaire, sur le mensonge, sur la tromperie. Je ne voudrais pas remonter jusqu'à Platon, mais quand même, d'une certaine manière, on avait cette idée que l'image était nécessairement et congénitalement trompeuse. Aujourd'hui, on se pose à la fois la question et pas. Comment on peut fonctionner alors que tous les médias sont à notre disposition, qu'on peut aussi bien traiter le son et le Photoshop du son est lancé aujourd'hui et on pourra aussi faire des montages sonores, corriger les voix, réinterpréter telle chose. Je pense que finalement, j'ai beaucoup milité par exemple pour l'éducation à l'image en ayant toujours ce souci de dire on ne fait pas une éducation à l'image. On fait une éducation générale, et notamment une éducation aux médias, et aujourd'hui même aux multimédias, et particulièrement aux multimédias interactifs. Et donc je pense que c'est une éducation globale, que la division des disciplines scolaires nuit à cette approche transversale, et que le prof de français fait plutôt ci, le professeur d'art fait plutôt ça, le prof d'histoire, le prof de langue, etc. Normalement, tout le monde est convoqué pour cette participation multi-quelque chose, et en revanche, ils n'ont pas la formation. Alors, chacun y va de sa préférence, parce que je crois aussi qu'il y a des préférences. On a des préférences cognitives, il y a des visualistes, il y a des auditifs, il y a des différences qui font que nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux médias. Je crois que l'éducation recrute massivement des gens qui ont un profil cognitif auditif, qui sont des gens du texte et de la parole, et que l'école finalement prépare mal à la question de l'image et des médias en général. On a raté notamment en France le tournant de l'audiovisuel, on est en train de rater celui du multimédia, on n'a même pas pensé à celui de l'interactivité, donc on est très mal lotis parce que malheureusement une grande partie des enseignants ont un style cognitif tout à fait particulier qui les prédispose à traiter de l'information orale et du texte. Je voudrais préciser une chose à propos de l'image. On pense généralement aux images visuelles, mais il n'y a pas que les images visuelles, il y a les images auditives, nous fabriquons des images quand nous touchons, etc. Donc en général, quand on parle d'image, on devrait tout de suite la qualifier par la dimension sensorielle. Alors si on parle des images visuelles, les images visuelles sont-elles vraiment importantes pour la connaissance? C'est une question qu'on doit poser à ceux qui n'ont pas accès à la vision. Les aveugles, par exemple, ou les malvoyants, sont dans une situation dans laquelle ils peuvent apprendre du monde sans passer par les images. Même si, vivant dans un monde de voyants, ils ont accès, par le langage par exemple, qui comporte de nombreux éléments imagés, en quelque sorte, ils ont accès à ce monde visuel des voyants. Néanmoins, on le sait, ils ont des difficultés, on doit les aider, on doit les accompagner. Il y a donc une éducation particulière qui doit être faite à destination des non-voyants pour leur permettre d'accéder à ces connaissances auxquelles nous accédons en quelque sorte directement ou indirectement par les images, et notamment par les images visuelles, qui quand même vont leur échapper définitivement. Même si on met en place un dispositif de reconstitution par le toucher ou par l'expérience sensorielle dans l'espace, il n'en reste pas moins que nous, quand on est dans cette situation-là, de ne pas voir et d'accéder au monde sans la vision, on est vraiment très très handicapé. Donc je crois que les images en général, contribuent vraiment sont vraiment des outils de la connaissance, des moyens et des outils de la connaissance. Donc je pense qu'on ne peut pas... Alors quand je dis ça, en même temps, je pense aux 7% de la population qui sont en difficulté visuelle. Donc je ne peux pas généraliser au point de dire qu'on est en quelque sorte idiot si on ne voit pas. Non, ça n'est pas vrai. Bien évidemment, on peut reconstruire. Mais toute une partie du monde échappe aux non-voyants parce qu'ils ne pourront pas reconstituer cette partie du monde ou ils ne pourront la reconstituer que par des expériences de traduction. Et en même temps, ils ont un monde riche auquel, d'une certaine manière, nous n'accédons pas non plus parce qu'ils ont su développer d'autres moyens, d'autres outils. Néanmoins, nous sommes majoritaires, même si quand même nous sommes tous destinés à perdre beaucoup de la vue. Je pense que oui, on peut dire l'image est un immense moyen de connaissance.